J'ai assisté hier sur Internet, enfin des émissions de radio qui sont reprises sur Internet, à des discussions autour de la question du communautarisme, de l'immigration. Il y avait Éric Zemmour, il y avait Raphaël Glucksmann, et puis après il y a eu encore Nolo, et puis Minck. Alors, je crois que j'ai une approche un peu différente de tous ces gens-là. Je pense que la France, l'identité française, est une identité impériale. C'est-à-dire qu'elle fait partie des grands empires, même si elle ne l'est plus aujourd'hui, mais ça c'est encore un autre sujet, car où commence l'empire, où se termine l'empire? Même un pays comme la France est lui-même un empire, comme la Chine est un empire, comme la Russie est un empire, quand bien même elle ne s'étendrait pas en dehors des frontières soi-disant nationales ou métropolitaines. Le cas de l'Autriche est intéressant. Autriche-Hongrie, Vienne, qui est aujourd'hui la capitale d'un petit pays, l'Autriche, était la capitale de l'empire d'Autriche-Hongrie. Donc l'Autriche aussi a une histoire impériale, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la Russie, comme la Turquie, etc., etc. Et ce qu'on appelle des nations sont souvent des empires. Même l'Espagne est un empire en tant que nation, en tant que si on limite l'Espagne au territoire espagnol, c'est aussi un empire. Il y a une diversité régionale et il y a aussi une diversité de population, ce qui va souvent ensemble. Donc je crois que le concept d'empire est un concept extrêmement large qui s'applique à un très grand nombre de cas. Et qu'est-ce que c'est qu'un empire? Sinon un ensemble englobant des entités extrêmement diverses. La France avait un empire colonial, elle fait des expositions coloniales d'ailleurs, qui englobait des populations extrêmement diverses, de races différentes, de couleurs différentes, de religions différentes. Et ça marque aussi son identité. Alors, je trouve ça inadmissible que l'on réduise la France à l'histoire de la France au sens le plus étroit du terme, comme le fait Nicolas Sarkozy notamment, que j'ai vu encore hier soir sur Internet justement, avec son histoire de double ration de frites. Et je crois que le terme nation n'est pas approprié. Au sein d'un empire, il y a des nations, bien sûr. Il y a des nations, il y a une très grande diversité. Et cette diversité, elle est irréductible. Puisque les femmes et les hommes déjà constituent une diversité. Les questions d'âge constituent une diversité. Les questions de religion constituent une diversité. Les questions régionales, les questions linguistiques constituent une diversité. Donc cette diversité, elle est partout. La question d'un empire, c'est, je dirais les choses clairement, c'est sa capacité de s'étendre. Sa capacité de s'étendre. Un empire est capable de s'étendre. Quand vous avez déjà englobé un certain nombre de pays, vous pouvez englober d'autres. C'est une espèce de phénomène boule de neige. Au XIXe siècle, notamment la deuxième partie du XIXe siècle, la France n'a pas cessé de s'étendre. On dirait, oui, mais alors maintenant les gens disent, ah oui, mais c'était pas la France, je sais pas quoi. Et si. Tout ce qui a l'histoire de la France, c'est l'histoire de sa dimension impériale à travers les âges. Et ça n'est pas rien.
Surtout si on y ajoute, il n'y a pas simplement une emprise territoriale, il peut y avoir aussi une emprise culturelle, juridique, linguistique. C'est ça que j'appelle l'identité française. C'est de rappeler tout ce que la France a réalisé au niveau impérial, comment elle a rayonné, y compris, par exemple, en Inde, y compris, bien entendu, au Québec. Ce qu'il en reste, certes, mais l'histoire, c'est pas uniquement ce qu'il en reste. C'est ce qui a été, ce qui s'est fait, et même ce qui s'est défait. C'est pour ça que la politique extérieure de la France, la politique extérieure, c'est-à-dire la politique à la fois vers les autres pays, mais aussi vers les ressortissants de ces pays, vers les immigrés, c'est partie aussi de la politique extérieure, je suis désolé de le dire. Elle doit être impériale. Cela dit, je pense à Theodor Herzl. Theodor Herzl, le grand chantre du sionisme de la fin du XIXe siècle, avait rencontré le sultan de Constantinople, d'Istanbul. Et il voulait obtenir du sultan qu'il lui octroie aux Juifs un territoire qui correspondait effectivement, en principe, historiquement à la Palestine. Mais il s'agissait de le faire, en fin de compte. Je crois que ça n'a pas été assez clairement dit ni précisé d'ailleurs, et moi-même je devrais le vérifier plus clairement, mais il s'agissait de le faire au sein de cet empire ottoman. Parce qu'un empire, par définition, laisse une certaine liberté à ses différentes composantes, à condition que ces différentes composantes puissent avoir leur propre territoire, je dirais, d'une certaine façon. Elles ne doivent pas forcément se mélanger en permanence. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens. Si des gens parlent des langues différentes, ils ne vont pas se mélanger avec des gens qui parlent une autre langue. Ça, c'est un premier point. L'autre point, et ça, je fais appel évidemment à mes travaux sur la psychologie, c'est qu'il y a des périodes où le respect de ces différences, le respect de ces clivages est suspendu. Et on va vers un processus de rapprochement, vers une quête d'unité. Et ça peut être géré de manière positive ou négative. Ou l'un d'abord, puis l'autre d'après. Une espèce de tropisme unitaire qui fait que les gens vont se mettre ensemble, en quelque sorte, en dépit, malgré leurs différences. Et ça donne lieu à des expériences plus ou moins heureuses, plus ou moins bien vécues, mais qui n'ont qu'un temps, de toute façon. C'est ce que j'appelle la parenthèse astrologique, si on peut dire. La parenthèse psychologique. Il faut le savoir. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a des moments où, effectivement, la fécondation, la rencontre avec des gens qui fonctionnent autrement, peut se révéler heureuse, peut se révéler inspirante, créatrice. Donc il faut dédramatiser tout cela. Il faut savoir qu'il y a des périodes qui font qu'on a tendance à aller dans un certain sens, mais qu'après, on revient à la conscience de ces différences. On en revient d'autant plus à la conscience de ces différences qu'on a vécu des périodes où on refoulait la conscience de cette différence. Et ce refoulement provoque par définition un retour du refoulé.
Alors, évidemment, tout ça, ça échappe évidemment à nos interlocuteurs actuels, qui ignorent totalement les lois de la cyclologie, qui n'ont pas compris que c'était un processus cyclique. Mais il faut bien en comprendre aussi que la notion d'empire, il faut qu'elle soit réhabilitée totalement. Je pourrais même presque dire que je pourrais créer un mouvement qui s'appellerait France impériale. Et la France impériale, ce mouvement France impériale revendiquerait l'identité française comme impériale, mais ça voudrait dire aussi qu'elle assumerait une très grande diversité de ses composantes dans le temps et dans l'espace. Et face à une France impériale, il peut y avoir, bien entendu, à côté, une Espagne impériale, une Angleterre impériale, une Russie impériale, une Turquie impériale, etc., etc. La cohabitation des empires me paraît être un élément essentiel, probablement, de la géopolitique du XXIe siècle. Une vision beaucoup plus ouverte. De toute façon, elle correspond au génie de l'Europe. L'Europe a colonisé le monde entier, y compris la Chine, y compris le Japon, etc. Donc, écrivons déjà l'histoire impériale du monde, ou les empires du monde, les grands empires, et que chacun sache qu'il appartient à un de ces empires. Parfois d'ailleurs, une nation donnée peut appartenir à un empire A à un moment de son histoire, et à un empire B à un autre moment de son histoire. Par exemple, effectivement, dans les pays de l'Est, certains pays de l'Est ont appartenu à l'Empire ottoman avant d'appartenir, si on peut dire, à l'Empire russe, soviétique. Et on pourrait revenir en arrière et parler de l'Empire romain, de l'Empire perse, etc., etc. L'Empire perse, justement, où les Hébreux ont pu vivre assez paisiblement pendant un certain temps, avec Cyrus qui les a délivrés d'une certaine manière, et qui a permis leur retour de l'exil de Babylone. Il faut dédiaboliser la notion d'empire. Par exemple, si on prend le cas de la population maghrébine en France, elle est évidemment le résultat d'une politique impériale, ça va de soi. Et donc, ils peuvent se reconnaître dans cette histoire impériale de la France. Ils peuvent tout à fait s'y reconnaître. Ils ont leur place dans cette histoire impériale. Et l'histoire impériale nous rappellera, bien évidemment, quel a été l'empire de la France dans toute l'Afrique, ou en Indochine, ou en Amérique du Nord, etc. C'est comme ça que je vois les choses. Et je rappelle une de mes marottes favorites, qui est l'empire linguistique. Là, c'est encore plus remarquable. L'emprise de la langue française, des mots français, depuis l'Angleterre jusqu'à la Russie, en passant par l'Allemagne, sans parler bien entendu des dialectes maghrébins. Ça aussi, c'est une forme d'empire. Ça veut dire qu'il y a aussi des relations. L'empire, c'est aussi un partage, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Parfois, il y a des... L'empire, ça crée des liens, l'empire. Ça crée des liens entre des populations très différentes, qui ont un vécu semblable, qui ont un vécu en commun.